Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureuse de reprendre le podcast après ces 3 mois de pause, vous n'avez pas idée. Encore une fois, je suis désolée, mais si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai créé ma toute première collection d'art. Une série de 3 œuvres célébrant les femmes dans un style nu minimaliste, mêlant la douceur de l'aquarelle avec la précision du crayon, dans une édition limitée qui ne se reproduira jamais. Cette collection elle a aussi une portée solidaire puisque pour chaque acquisition, 1 € est reversé à une fondation œuvrant pour les droits des femmes et contre les violences dont elles sont victimes. Si vous voulez en savoir plus et connaître tous les détails bien croustillants des backstage, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur YouTube que j'ai faite exprès pour l'occasion. Et si vous voulez voir du contenu plus régulier et varié sur mon quotidien, vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram ou TikTok. Je vous mettrai les liens en description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon rapport à l'art depuis mon enfance jusqu'à maintenant mes 27 ans, où je décide d'enfin sauter le pas pour devenir artiste peintre. Faut savoir que moi de base, je pense que c'est un secret pour personne, je suis une grande amoureuse de l'art en général. J'ai grandi avec une maman qui adore peindre et un papa qui adore le piano. Donc autant vous dire qu'à la maison, on a plutôt des âmes d'artistes. Quand j'étais petite, ma maman m'a beaucoup initiée à toutes sortes de loisirs créatifs. Elle m'a fait essayer le coloriage, la pâte à sel, le collage, la peinture, la craie, la pâte à modeler, la pastel, etc. Elle a vraiment joué un rôle essentiel pour développer la partie artistique et créative de mon cerveau. Arrivée à l'école maternelle, donc entre mes 3 et 5 ans, j'étais ravie parce qu'on nous laissait faire pas mal d'activités similaires à ce que je faisais chez moi avec ma maman. Mais malheureusement, arrivé à l'école primaire, vers mes 6-9 ans, ça s'est progressivement remplacé par des choses horribles qu'on appelait le français ou bien les mathématiques. Berk. Mais le pire, ça a été une fois arrivé au collège, entre mes 10 et 14 ans. Alors là c'était le pompon. On m'a rajouté plein de matières, en plus de celles que j'avais déjà en primaire, et Dieu sait combien je trouvais ça difficile à comprendre, en plus d'être inintéressant. De toute façon, c'est très simple, hein. En cours de mathématiques, Thalès et Pythagore étaient devenus mes ennemis numéro 1. Les dates d'histoire à retenir, bien qu'elles soient très importantes, me bouffaient le cerveau tel une tumeur. La tonne de livres à lire en français a presque failli me dégoûter de la lecture alors que j'ai toujours adoré ça de base. J'ai été très mal à l'aise de devoir disséquer un ver de terre qui n'avait rien demandé en cours de SVT. J'ai cru mourir à chacun de mes cours d'endurance en sport. Je n'ai toujours pas trouvé la cuisine où était Brian en cours d'anglais. J'ai appris à faire de la fumée en cours de physique-chimie et à faire briller une ampoule en cours de technologie, mais ça ne m'a plus jamais resservi dans ma vie. Je n'ai jamais su si le Mont Saint-Michel appartenait à la Bretagne ou à la Normandie en cours de géographie. Et surtout, j'ai dû subir une matière très douloureuse mais inévitable quand on met les pieds dans une école, l'harcèlement scolaire. Un pur bonheur, voilà. Mais ça j'en parlerai dans un autre épisode, bien entendu. Heureusement pour moi, il me restait 4 matières dans lesquelles je me plaisais beaucoup pour survivre à ce véritable cauchemar. Les cours de musique, d'art plastique, d'espagnol et contes et légendes. Alors le dernier que j'ai cité, c'était une prof de latin qui a eu l'idée de faire ça. En fait, elle proposait 1 fois par semaine de faire un cours d'1 heure pour les élèves qui le souhaitaient sur le temps du midi pour nous faire découvrir plein de contes et légendes principalement ciblés sur la mythologie gréco-romaine. Ce cours, il était vraiment génial parce que déjà, on n'était que quelques élèves seulement à participer, donc ça rendait le moment plus exclusif et intimiste. Mais aussi parce qu'elle variait beaucoup ses supports pédagogiques. Un coup, elle nous faisait regarder un documentaire, un coup, elle nous lisait une histoire en ramenant ses propres livres, et à chaque session, je ne voyais jamais l'heure passer, tellement je me sentais captivée par chacun de ses cours. J'ai découvert avec elle l'histoire de Narcisse, d'Aphrodite, d'Hadès et Perséphone, l'Odyssée d'Ulysse avec Circé, les sirènes, etc. C'était vraiment hyper intéressant et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis découvert une véritable admiration pour les divinités grecques. Et ça s'est confirmé lors de mes sorties scolaires où j'ai pu admirer de magnifiques tableaux et statues dans plusieurs musées et châteaux qui sont en lien avec cette époque. Et des années plus tard, j'y retourne encore en dehors du cadre scolaire cette fois-ci pour y admirer ces mêmes œuvres, principalement une grande partie au musée du Louvre.
Mais ouais, ce sont vraiment toutes ces inspirations fortes de mon adolescence qui m'ont servi pour la réalisation de ma collection Vénus. C'est pour ça que Scarlett, Rosalia et Calypso n'ont pas de visage, pour se laisser libre de les imaginer tels que l'on souhaite dans un premier temps, mais aussi pour rappeler les fameuses œuvres d'art de cette époque que l'on a retrouvées des siècles plus tard, parfois sans visage, sans mains ou sans pieds, tels qu'on peut les voir maintenant dans de nombreux musées. Ensuite, j'avais mes cours d'espagnol que j'adorais, avec une prof très gentille, très solaire et pédagogue. Même si je n'étais pas hyper douée, j'aimais beaucoup suivre ses cours parce que ma grand-mère est espagnole et j'ai toujours voulu me rapprocher d'elle en apprenant sa langue. Elle parlait très bien français, mais sa langue maternelle restait l'espagnol. Et comme on ne me l'a pas appris dès ma naissance, ce que j'aurais préféré, j'ai toujours voulu m'intéresser à cette culture qui représente une partie de mon histoire. Bon, je vous avoue que j'y travaille encore, hein. Je suis loin d'être bilingue à mon grand regret, mais je travaille mon espagnol et mon anglais en même temps depuis quelques années via Duolingo, à mon rythme, et lorsque je me déplace en vacances, j'en profite un max pour le pratiquer. Mais c'est vraiment sommaire, hein. Je sais me présenter en mode... Allez, je vais vous faire une petite démo. Oh my god, je suis timide de parler là. En gros, je sais dire Hola, me llamo Melanie, tengo 27 años, soy francesa y vine aquí para descubrir la ciudad de mi abuela. Ella nació aquí en Andalucía. Me encanta bailar, mucho bailar, hacer fotos, videos, podcasts y soy una gran apasionada del arte. ¿Y tú? ¿Qué haciendo aquí? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Par pitié, dites-moi ceux qui parlent espagnol que vous avez compris ce que je voulais dire. Que je n'ai pas fait toutes ces heures de cours pour rien. Mais ouais, tout ça pour dire que je maîtrise à peu près le fait de me présenter et le vocabulaire de voyage classique en mode où se trouve la plage, donde es la playa, on va prendre 2 mojitos s'il vous plaît, vamos a tomar 2 mojitos por favor. Vraiment, vous voyez le vocabulaire de touriste de base pour passer de bonnes vacances finalement. Il y avait aussi mes cours d'art plastique qui comptaient énormément pour moi. Franchement, si j'avais pu rester dans cette salle toute la journée, croyez-moi que je l'aurais fait. Parce que franchement, je compte plus le nombre de projets que j'ai réalisés avec beaucoup d'amour dans cette salle. Des projets de peinture, de sculpture, de photos, de collage, de dessin, de maquettage. Enfin, c'est incroyable tout ce qui pouvait sortir de mon imagination dans cette pièce. Sans parler de toute l'histoire de l'art que l'on apprenait sur place, qui était une véritable mine d'or d'informations. Mais surtout, ce que j'aimais dans ces cours d'art plastique, c'est que... Je sais pas comment vous expliquer, mais il y avait tout le temps une ambiance où je me sentais apaisée. Il y avait une sorte de méditation créative commune qui se faisait ressentir. On sentait que nos cerveaux pouvaient se reposer, tu vois. Entre tous ces cours qui nous prenaient toute notre énergie, là, au contraire, on pouvait enfin lâcher prise et laisser parler notre imagination, peu importe ce qui allait en ressortir. Et ça, c'était vraiment ma thérapie. Genre vraiment, c'était mon moment où je pouvais enfin me ressourcer, enfin souffler pour limite renouer avec mon enfant intérieur, tu vois, enfin, bref. Et pareil dans mes cours de musique, j'ai eu la chance d'avoir une prof de musique, mais exceptionnelle. Franchement, Madame Tenant, si vous passez par là, gros bisous. Elle était incroyable, elle nous faisait chanter pendant qu'elle jouait au piano, elle nous faisait réaliser une composition sonore juste en tapant sur des trucs complètement what the fuck. Pour vous dire, il y en avait un qui tapait un certain rythme sur la table, un autre qui faisait glisser un stylo le long d'une grille de radiateur, puis un autre qui faisait un bruit de bouche. Enfin, c'est fou l'imagination qu'elle avait. Et le pire, c'est qu'une fois tout enregistré avec son micro, au moment du mixage, ça rendait toujours un truc méga stylé. On a carrément composé les futures sonneries du collège comme ça avec elle. C'était génial. En plus de ça, elle dirigeait l'orchestre de mon collège et j'ai joué 3 ans de flûte traversière à ses côtés. On a fait des concerts pour accompagner une pièce de théâtre, mais aussi pour la fête de la musique et dans plein d'autres événements culturels et scolaires. Mais ce que je retiens avec elle, c'est que elle était profondément passionnée par son métier et ça se voyait. Et c'est pour ça que les cours avec elle étaient si géniaux. En fait, on sentait qu'elle adorait transmettre son savoir à ses élèves. Et cette dame m'a beaucoup touchée dans ma vie. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir eue comme prof de musique parce que je sais pas si tous les professeurs d'éducation musicale sont comme ça, mais très honnêtement, ça m'étonnerait parce que elle, c'était vraiment une perle. Puis arriva un jour merveilleux.
Le jour où à 14 ans, je quittais enfin ce collège de merde pour apprendre le métier de mes rêves, la coiffure. Je pense que je vous ferai un épisode sur mes études en coiffure. J'en ai déjà fait 2 sur les avantages et les inconvénients dans Coiffeur, l'enfer du métier et Coiffeur, métier de cœur, si ça vous intéresse. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant aussi de parler des études pour le devenir. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Alors, une fois arrivée en apprentissage pour passer mon CAP coiffure, mon BP coiffure et mon bac pro perruquier et posticheur, malheureusement, je n'avais plus de musique, plus d'espagnol, plus de contes et légendes. Mais il me restait encore l'art plastique, ou plutôt les cours de dessin comme on me l'avait marqué sur mon agenda. J'avais à peu près 4 heures par semaine où j'apprenais à dessiner, principalement des cheveux, pour nous apprendre à créer des collections de coiffures et élaborer des croquis. Mais pareil, ces heures-là, je les savourais. Parce que ce soit mes professeurs d'art plastique, de dessin, de musique, etc., j'ai toujours surkiffé mes professeurs d'art. Je sais pas, ils ont une mentalité complètement différente des autres profs. Je veux pas faire de clichés, mais moi, de ce que j'ai pu observer, les points communs qu'ils ont tous entre eux, c'est que ce sont des gens passionnants, charismatiques, très chill, bons vivants, ouverts d'esprit, philosophes, et un poil névrosé et narcissique par moments. Mais c'est ce qui fait tout leur charme, finalement. Je sais pas, c'est des gens avec qui c'est agréable d'être, tu vois. Ils ont une aura agréable parce que, en plus de nous apprendre leur art qui a été leur passion, c'est des gens qui sont vraiment authentiques et touchants, tu vois, avec qui tu te sens bien. Enfin, moi, c'est vraiment avec ces profs-là que je me suis toujours sentie vraiment à ma place. En mode, ok, dans ce cours, je peux vraiment être 100% moi-même. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu d'aussi bonnes notes que dans ces cours-là. Mais heureusement pour moi, j'ai retrouvé aussi de l'art dans de nouveaux cours, notamment en cours de pratique. Alors, ce que j'appelle la pratique dans les études de coiffure, c'est vraiment les cours destinés à nous apprendre les fondements de ce métier. Pas la partie français, anglais, chimie qu'on connaît tous, Là, ce sont vraiment des cours uniquement focus sur le cheveu. Par exemple, on a appris toute la complexité de la colorimétrie, avec les couleurs primaires, secondaires, tertiaires et complémentaires. Comment obtenir des volumes harmonieux sous tous les angles, la géométrie dans l'espace, comment sculpter et obtenir différentes textures de cheveux. J'ai aussi eu la chance d'assister à de nombreux défilés et shows coiffures avec mes employeurs, tous plus inspirants et magiques les uns que les autres. Et tout ça m'a permis de développer une véritable passion pour les coiffages, coupes et colorations créatives. En gros, tout ce qui ne se portait pas en salon de coiffure conventionnel, qui était mis dans la case un peu audacieux, excentrique, moi je trouvais ça magnifique. À tel point qu'à 16 ans, j'ai ouvert une page Facebook où je postais toutes les couleurs et coiffages un peu farfelus que je pouvais faire, et ça m'a permis de développer encore plus mon imagination. Là où certains y voyaient une coiffure plutôt déraisonnée, on va dire, moi j'en comprenais toute sa beauté. Je me suis découvert à la suite de ça une véritable passion pour le maquillage artistique. C'est là que j'ai ouvert ma chaîne YouTube à 18 ans. Je passais des heures et des heures à apprendre le maquillage via des tutoriels en ligne sur YouTube. Et en fait, le maquillage était devenu la touche finale qu'il manquait à mes coiffures pour qu'elles révèlent toute leur beauté, toute leur âme, toute leur identité finalement. Mon visage était devenu une toile et j'adorais le fait de pouvoir devenir qui je souhaitais à travers cet art magnifique qu'est le maquillage artistique. Quelques années plus tard, après mes études en coiffure, donc j'avais à peu près 20 ans, j'ai travaillé pendant 6 ans dans différents salons de coiffure. Et à ce moment-là, malheureusement, je ne trouvais plus le temps pour dessiner ou créer quoi que ce soit d'artistique. Vraiment, le travail me prenait tout mon temps. Avant, j'avais un peu l'école et tout, je pouvais jauger entre l'école et tout, mais là, vraiment, ça devenait impossible. Mais en 2020, le confinement est arrivé et j'avais de nouveau du temps pour créer. On a tous un souvenir très personnel de la période du Covid et du confinement, qu'il soit positif ou négatif. Pour ma part, il a été très agréable, puisque je me suis retrouvée en famille à la campagne et à cette période, nos réseaux sociaux étaient inondés de contenus divertissants, y compris de loisirs créatifs, et moi j'avais notamment beaucoup de contenu sur l'aquarelle.
De là, ça m'a tellement donné envie d'essayer que j'ai demandé à ma maman, qui a pris beaucoup de cours de peinture, de m'apprendre un peu les bases pour que je puisse m'entraîner chez moi à la maison. Et du coup, je me suis beaucoup entraînée chez moi et quelques années plus tard, j'ai créé Scarlett, Rosalia et Calypso. Et c'est marrant parce que quand j'ai terminé de les peindre et que je les avais toutes les trois devant les yeux, je me suis dit, ouais, non, je peux pas les garder pour moi. C'est impossible. Cette fois-ci, j'ai envie que le monde entier les voie et comprenne leurs histoires. Ce que je vais vous raconter dès maintenant d'ailleurs. Alors en tout premier, j'ai créé Scarlett. Scarlett, c'est vraiment la beauté froide par excellence. Je l'ai toujours imaginée comme une sirène dans les profondeurs de l'océan, avec ses nuances de bleu et de vert. Elle incarne vraiment notre part d'ombre intérieure. Vous savez, cette force lunaire qui peut à la fois nous paraître inquiétante et en même temps être terriblement captivante. Ensuite, en deuxième, j'ai peint Rosalia, qui est une véritable ode à l'amour, à la douceur et au romantisme. C'est clairement notre petite Aphrodite contemporaine, en fait, voilà. Avec ses couleurs de rose et de bordeaux, elle représente la passion et l'intensité des émotions amoureuses, cette incandescence qui fait danser nos cœurs et dépose un joli filtre rose sur nos yeux. Et pour terminer, en troisième, j'ai réalisé Calypso, ce rayon de soleil qui illumine nos journées de par ses tonalités de jaune et de doré, relevant l'essence même de la sérénité. Avec elle, vous êtes sûr d'avoir votre dose de vitamine D H24. Son énergie chaleureuse, symbole d'abondance et de bonheur, nous invite à oser briller et à ressentir la lumière en chacun de nous. Alors certes, avoir l'idée de lancer sa collection d'art, c'est bien, mais alors la réaliser, pour de vrai, c'en est une autre. Je vais vous faire la liste de tout ce que j'ai dû faire pour devenir artiste peintre et lancer ma première collection Vénus. Je pense qu'il y a moyen que vous tombiez de votre chaise, honnêtement. Vous allez être autant choqués que moi quand je me suis lancée dans ce projet, honnêtement. On ne dirait pas qu'il faut faire tout ce process de travail pour juste, entre gros guillemets, sortir sa toute première collection d'art. Allez, c'est parti. Donc première chose que j'ai faite après avoir créé mes œuvres, c'est de trouver un imprimeur. Vu que je propose uniquement pour l'instant des reproductions de mes œuvres, donc des tirages d'art en édition limitée, signés et numérotés, je me dois de travailler avec un imprimeur de qualité. J'ai donc choisi de travailler avec Kyodai, qui est une imprimerie caennaise locale fondée par des artistes pour des artistes. Là-bas, j'ai rencontré Pierre qui a su répondre à toutes mes questions et mes attentes. On a fait beaucoup de tests d'impression jusqu'à obtenir ce que je souhaitais, donc je ne peux que les recommander. Et je suis très fière que ce soit eux qui s'occupent d'imprimer mes tirages d'art ainsi que les certificats d'authenticité. Maintenant qu'on a les tirages d'art, eh bien il faut les présenter au monde entier. Ce qui veut dire réaliser toute la communication et définir les points de vente pour que les œuvres puissent un jour trouver leur futur propriétaire. Et ouais! Pour cela, j'ai réalisé plein de photos et de vidéos pour mes réseaux sociaux et ma future boutique en ligne. Et tout ça prend énormément de temps. Vraiment, ça va que j'adore ça, parce que je ne compte plus les heures que j'ai passées à faire du montage vidéo, à éditer des photos pour avoir un rendu pro. Enfin, tellement ça m'a pris du temps. Et puis ensuite, il faut définir comment on va vendre ses œuvres, et pour ça, il y a plusieurs manières. Ça peut être via un site web, via des collaborations avec des influenceurs, des conventions d'art, des marchés, des expos, des vernissages, des galeries d'art, des boutiques indépendantes ou encore des lieux culturels. Moi, pour l'instant, j'ai opté pour une boutique en ligne, des collaborations influences en gifting. J'ai également un vernissage et 2 expositions de prévues. Et là, en ce moment, je suis en repérage de boutiques indépendantes et de galeries en Normandie. Donc voilà, c'est énormément de travail et c'est une partie qui n'est pas négligeable puisque c'est ce qui nous permet de vivre. Donc c'est une partie aussi importante que la création de l'œuvre en elle-même. Et en parlant de boutique en ligne, eh bien, il va falloir la créer et bien s'en occuper. Gérer la gestion des commandes, la gestion des stocks, le SAV, la préparation et l'envoi des œuvres.
Moi perso, j'ai créé ma boutique en ligne via Big Cartel. C'est une plateforme plus abordable que Shopify. Toute la partie code est déjà réalisée par des modèles préfaits, donc ça c'est trop cool. Mais par contre, toute la partie interface utilisateur, c'est moi qui ai tout réalisé, y compris rédiger l'énorme partie des conditions générales de vente, les mentions légales, etc. qui prennent un temps fou à faire. Ensuite, j'ai créé mon compte PayPal et mon compte Stripe pour pouvoir gérer les paiements et mon compte Mondial Relais Pro pour les livraisons. J'ai passé également beaucoup de temps à choisir un packaging et un emballage qui soit à la fois esthétique, personnalisé et sécurisant pour le transport. Et c'est là qu'on se rend compte combien c'est important et nécessaire d'avoir mis de l'argent de côté avant d'ouvrir son entreprise pour pouvoir assurer tous ses frais. Parce que vraiment, si vous comptez un jour ouvrir votre entreprise individuelle d'artiste peintre, il faut mettre de l'argent de côté parce qu'il y a plein de choses à payer qu'on n'avait pas forcément prévues dans le budget initial. Et justement, mesdames et messieurs, terminons en beauté par la partie la plus chiante. J'ai nommé la paperasse administrative. Alors pour ce côté-là, ça a vraiment été le parcours du combattant pour moi. Je vous rappelle, moi de base, je suis coiffeuse salariée, et aucune personne de mon entourage n'est à son compte, ok? Donc je pars vraiment de tout en bas et je ne sais rien, d'accord? J'ai juste un rêve, c'est tout. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est de contacter des potes à moi qui sont en micro-entreprise pour connaître un peu leurs avantages, leurs inconvénients, etc. Ensuite, j'ai suivi 2 ateliers chez France Travail parce que j'étais en recherche d'une alternance à ce moment-là qui m'ont permis d'en savoir un peu plus sur l'ouverture en général, vraiment dans les grandes lignes d'une entreprise. J'ai également interrogé beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux car j'hésitais beaucoup entre le statut d'artiste-auteur et le statut de micro-entrepreneur parce que chacun avait ses avantages et ses inconvénients selon les cotisations, les aides, les droits, etc. Et au final, j'ai choisi par choisir le statut d'artiste-auteur pour protéger mes œuvres. Et donc à partir de ce moment-là, ça y est, c'était parti. J'ai donc créé mon entreprise individuelle d'artiste peintre sur l'INPI. J'ai activé mon compte chez l'URSSAF et modulé mes cotisations d'artiste-auteur. J'ai également rejoint la sécurité sociale des artistes-auteurs, déclaré ça au service des impôts et des entreprises. Ensuite, j'en ai informé France Travail et réalisé une demande de cumul d'ARE et une activité non salariée. D'ailleurs, j'ai eu un énorme coup de flip avec eux, parce qu'à un moment, ils m'ont demandé des papiers de micro-entreprise au lieu de papiers d'artiste-auteur. Que donc je ne pouvais pas leur fournir parce que ce n'était pas mon statut, vous voyez ? Ce qui fait que j'ai failli pendant un mois ne pas avoir d'allocation. À cause de ça, à cause du papier qu'ils me demandaient mais que je ne pouvais pas avoir. Je vous raconte pas dans quel état de stress j'étais et en plus je comprenais rien. Je faisais que de passer mes journées à appeler un coup France Travail, un coup l'URSSAF, un coup France Travail, un coup l'URSSAF. Ah, c'était horrible, mon Dieu. Fort heureusement pour moi, ils se sont vite rendus compte de leur erreur et tout s'est bien terminé, mais waouh, quand même! Ça fait des sacrées surfroides quand les papiers sont pas bien faits, je vous le dis. Quand ça se passe pas comme prévu, ça fout des coups de stress, quoi. Et encore, je vous dis ça, mais j'ai pas encore fait ma déclaration de revenus qui m'attend en mai 2026, Là aussi, je vais bien m'amuser, je pense. Rien qu'à en parler, franchement, je suis déjà épuisée. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est énormément de boulot. Genre vraiment, ma tête à cette période-là, elle était à 2 doigts d'exploser. C'est d'ailleurs pour ça que je ne pouvais pas continuer le podcast parce que même si j'en avais très envie, ça prenait tout mon temps, quoi. Et c'était long à comprendre, à chaque fois trouver la bonne personne qui répondrait à mes questions pour résoudre mes problèmes, etc. C'était long et voilà, ça a duré au moins 2-3 mois comme ça, facile. Bon, au final, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai compris comment tout cela fonctionne, mais au début, j'avoue que je me croyais coincée en pleine partie de Professeur Layton, à résoudre toutes les 5 secondes des énigmes auxquelles je ne pensais jamais pouvoir répondre. Et au final, on finit par s'en sortir avec de la bonne volonté et l'aide des bonnes personnes. Mais il faut quand même pas avoir la phobie administrative pour autant, moi je vous dis. Ah ça c'est sûr. Nous sommes maintenant au mois de juin, au moment où je vous parle, et pour être honnête avec vous, je sais pas du tout ce que cette collection va donner. C'est ça le truc avec l'art, on a beau y mettre tout notre cœur et essayer d'y mettre toute la bonne volonté du monde, parfois ça suffit pas. Et ça peut flop,
tout comme ça peut rencontrer le succès. Je t'avoue que c'est un peu ce que j'appréhende le plus, hein. En fait, je suis coincée entre deux paradoxes. J'ai peur que personne ne commande mes tirages, tout comme j'ai peur de me sentir complètement débordée par l'afflux des commandes soudaines si jamais ça marche vraiment bien. Mais ça, seul l'avenir nous le dira, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai hâte de voir où tout ça va m'amener, sachant que je suis déjà très fière d'avoir été jusqu'ici parce que vraiment, c'était pas facile de commencer d'où je partais. Mais là, ça y est, l'aventure peut enfin commencer et ce n'est que le début d'une merveilleuse histoire, je l'espère. Mon message un peu moralisateur de cet épisode, c'est si vous avez un projet que vous avez envie de réaliser, faites-le. Mais si vous le faites, faites-le vraiment dans les règles de l'art. Informez-vous des démarches à suivre, demandez de l'aide à d'autres personnes qui sont dans ce domaine, faites-vous accompagner, ne restez pas seul, faites des tests, évaluez la balance risque-bénéfice, regardez si vous avez les moyens financiers nécessaires, est-ce que c'est le bon endroit, le bon moment, avec les bonnes personnes, et surtout, est-ce que je suis fière de ce projet maintenant, et est-ce que je le serai toujours d'ici plusieurs années ? Ça, c'est vraiment très important aussi, parce que la valeur d'un projet ne se mesure pas seulement à son originalité, mais à la qualité de sa mise en œuvre et sa pérennité. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je tenais à vous annoncer que cette fois-ci, je reprends les épisodes de podcast toutes les 2 semaines, comme d'habitude. J'ai tourné plein de nouveaux épisodes, je vous spoil un peu pour me faire pardonner du retard, mais on va parler d'hypersexualisation, du véganisme, de l'éducation nationale, d'être patronne d'un salon de coiffure aussi, bref, ça va encore être des interviews hyper enrichissantes et j'ai trop hâte de vous les faire écouter. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Talk. Bisous!